Bonjour à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un producteur, un réalisateur, auto-entrepreneur. Jimmy Libam, bonjour. Bonjour à toi Patrick, merci de me recevoir. Ça fait super plaisir d'être invité dans ton podcast et de voir de quoi tu veux qu'on parle. Je te remercie. Bon, on va Ouais. beaucoup parler de ton parcours, mais ma première question pour toi, ça serait, si tu étais à un moment dans la journée, tu serais lequel et pourquoi? Je dirais tard le soir parce que généralement, généralement pour certains artistes, la nuit inspire en fait. C'est très inspirant, c'est souvent à ce moment-là que tu as les idées qui gambergent. Donc je dirais le soir mais tard. D'accord, je note. Si tu donnais rapidement maintenant un contexte à nos auditeurs, si tu me parlais un peu rapidement de ton parcours. Je sais que toi, tu as commencé par la photo, etc. Donc, parle-nous Exactement. un peu ça. Bah écoutez, je commence d'abord par la première entreprise que je crée, c'est un label de musique avec un ami qui s'appelle Joe. Donc ça, c'est vieux, hein, ça remonte à quasiment 2009, Ok. 2009-2010. Et on se casse un peu la gueule. Et donc, je me dirige vers la vidéo. Et du coup, la première chose que je fais d'abord, effectivement, c'est les photos. Donc, je commence comme photographe. Je fais de la street photographie. Donc, c'est-à-dire que je me balade dans Paris. Dès que je vois quelqu'un qui est stylé, je lui dis «Attends, je peux te prendre en photo», tout ça. Parce qu'à Ok. l'époque, ça me fascinait. Quand je marchais dans Paris, quand je marchais à Châtelet, je trouvais que les gens avaient un putain de style, en fait, tu vois. D'accord. Et donc, je faisais ça et je mettais ça sur mon Facebook. Et c'est comme ça qu'en fait, des gens, de fil en aiguille, m'ont commencé à me recommander pour faire des photos, etc. Et ensuite, j'ai transitionné doucement vers la vidéo en même pas un an, 2 ans. Et après, là, parce que j'étais aussi passionné de clips vidéo, de tout ça. Et du coup, ça fait quasiment 15 ans que je suis dedans. Voilà. D'accord. C'était quoi la réaction des gens quand tu les abordais dans la rue, hein, genre, ah, je te trouve stylé, est-ce que je peux te prendre en photo? Généralement, la réaction, elle est bonne. Pourquoi? Parce que justement, les personnes qui sont vraiment qui ont du style, qui aiment bien la mode, aiment bien être pris en photo, tu vois? C'est pour ça qu'eux, je pense qu'ils sont leur propre marque. Ils sont leur propre vitrine. Et donc, une fois que, voilà, tu as un photographe en face de toi, ils sont contents de taper la pose et tout, tu vois? Parce que c'est aussi une reconnaissance pour eux, tu vois? Parce qu'on voit ils voient que, leur style, ce qu'ils dégagent, plaît ou en tout cas suscite, l'envie d'un photographe, de pouvoir, travailler avec eux pour exposer leurs photos derrière, tu vois? Donc, c'est des réactions à peu près, c'est une bonne réaction, je dirais. C'est une bonne réaction. D'accord. Maintenant, si on parle un peu de ton parcours, toi, tu as un parcours assez impressionnant. Quand je faisais l'émission, je regardais un peu tout ce que tu as fait et tout. Vraiment, respect. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de passer des réalisations de clips à la fiction? Je pense en fait, c'est juste la suite logique, hein, parce que ça fait quand même 15 ans, quasiment 15 ans que je suis dedans. J'ai fait pas mal de choses, comme tu le disais. Et dans ces 15 ans-là, j'ai quand même travaillé avec des potes qui faisaient des courts-métrages. Donc moi, j'étais toujours un peu derrière, hein, tu sais, à la caméra, tout ça, à Ok. l'équipe technique. Donc j'ai assisté quand même plein de potes. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que je voyais déjà au fil des années. Et même moi, je commençais à écrire des scénarios, mais c'est pas que je me prenais pas au sérieux, mais je mettais ça dans un coin de ma tête. Et je pense que le confinement a été un peu, malheureusement, ou heureusement pour pas mal de gens, un déclencheur. Parce que du coup, vu que justement la profession était assez cadenassée et fermée, on était tous à la maison et donc ça nous a poussé un peu à nous questionner sur qu'est-ce que tu veux faire vraiment et Mhm. c'est quoi tes envies. Parce qu'à un moment donné, quand tu travailles, tu es obnubilé sur je travaille, je paie mes factures, je travaille, je paie mes factures, je travaille, je paie mes factures, quand je peux, je vais en vacances. Mais à un moment donné, tu t'arrêtes jamais pour dire qu'est-ce que tu veux toi, réellement, et est-ce que tu peux travailler pour accomplir ce que tu veux. Et ça part de là, en fait, et ça part du confinement, et ensuite, je me suis lancé. J'adore ce que tu racontes parce que c'est un super dilemme que la plupart d'artistes, parce que je suis artiste aussi, qu'on peut avoir des fois, tu vois. On fait un choix. Est-ce que je paye les factures ou est-ce que je fais quelque chose que j'aime en fait? Ouais, bon, après, moi, je vous donnerai un conseil simple, hein, payer les factures, les gars. Voilà. Non, j'avoue, c'est pas mal. Tu sais, toi, t'as travaillé avec pas mal d'artistes, K-Black, Franglish, tout ça. Même Kofi, j'ai vu, Kofi Olomide, t'as bossé avec lui? Ouais, effectivement, on a un clip qui avait bien marché il y a 2-3 ans, je crois, qui s'appelle Pipipi. Mhm.
avec Ah, ouais, 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 Az je vois qui c'est. Takedo. Ouais, voilà, tu vois? Donc je crois même que si on regarde des chiffres, c'est quasiment le disque d'or, hein, carrément. Ce son, il avait bien tourné. D'accord. Et ma question, ce serait justement, qu'est-ce que toi, t'as appris de l'univers musical ça t'a servi pour aller dans la fiction, en fait? Bah, moi, déjà, je dirais que, au-delà de l'univers musical, je vais parler même plus de l'univers du truc vidéo. En Ok. fait, je pense qu'être prestataire dans cet univers, ça m'a appris d'abord la patience. Être patient. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait peut-être défaut à notre génération, c'est que beaucoup de gens sont impatients. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'avoir un rêve pour que demain, ça se réalise. Vous savez, il y a des gens qui ont travaillé limite toute leur vie et qui n'y sont jamais arrivés, tu vois, ou qui sont arrivés à la fin de leur vie, tu vois. Comme il y a des gens à qui le succès leur est tombé de suite. Maintenant, tout est de savoir qu'est-ce que tu définis comme succès, tu vois. Mais je parle du principe que, voilà, ça m'a beaucoup appris la patience, de prendre son temps, pas forcément prendre son temps, mais de comprendre que certaines choses prennent du temps pour se faire, en fait. Et donc, voilà, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé, j'avais aucun contact, donc il a fallu que je me fasse un contact après l'autre, et cetera, pour pouvoir gravir les échelons. Au tout début, il y avait Facebook, mais c'était un peu particulier. C'est pas comme aujourd'hui où les petits artistes, il y en avait à foison, je sais pas, tu vois. En fait, il y avait des artistes, mais c'était pas pareil. Aujourd'hui, par exemple, c'est un peu plus facile, même au niveau du matériel, pour certaines, c'est les nouveaux réalisateurs. Donc, je pense que vraiment traverser les époques comme ça, c'est d'abord le secret de la longévité, c'est vraiment être patient, tu vois? Je pense que la patience, c'est le premier truc, qui me vient à l'esprit là. Non, j'aime bien, c'est profond parce que même quand tu y penses, t'as des acteurs qui ont été connus tard, tu vois, quand tu penses à des Morgan Freeman. Est-ce que tu te rappelles de l'avoir vu jeune dans un film? Non, jamais, jamais, on l'a toujours vu vieux, mais bon, il y en a, tu vois, La Ligne verte ou je sais plus quel autre film, là, tu le vois et tout, il doit avoir 35 ans, tu vois? Ou 40. C'est Mais ça. mais tu sais aussi, parce que des fois, ça se trouve, quand tu es jeune, tu dégages rien. Et le fait que tu aies un peu le côté un peu vieilli, la barbe grisonnante, peut-être que tu fais tout de suite vieux sage. Et du coup, ton profil, il part plus. Alors que quand tu étais plus jeune, ben, ton profil était peut-être banal et au final, on n'allait pas te donner ta chance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. moi, je pars du principe que justement, il faut être très patient et des fois, tout vient à point à qui sait attendre. Voilà. J'aime bien. Si maintenant on parle un peu du jeunesse de ta genèse, pardon, de ta série Mindset, d'où vient l'idée en fait? Alors, tout simplement, comme je t'ai dit, pendant 10 ans, j'avais écrit pas mal de petits scénarios, pardon, excuse-moi. Ok, ouais. Donc, j'écrivais des trucs, je regardais, et cetera. Et il y avait un peu ce scénario qui revenait, tu vois. Mhm. Et à un moment donné, en 2020, j'ai une boîte que je connais, via des clips d'ailleurs, qui me contactent parce qu'ils font une espèce de concours, un appel à scénario dans le 91 sur le thème de la prostitution, l'escortisme dans les quartiers, etc. Et Mhm. donc, quand je revois le scénario que j'avais, je me dis, mais il y a un petit lien, tu vois. Je me dis, ah, ok, parce qu'il y avait aussi l'histoire d'une escorte et tout. Je me dis, pourquoi pas ce scénario, tu vois. Et sauf que Mhm. maintenant que je me dis que je veux le faire, je me dis, non, il faut pas que je le fasse justement comme en court-métrage, parce que j'avais l'habitude d'en faire avec des potes, comme je te disais, des potes réalisateurs. Je me suis dit, non. Euh, je me suis dit, en fait, ça se trouve, ça peut être ma dernière fiction, ma première et ma dernière fiction. Ah Et ouais. j'aurais aimé être assis dans mon canapé, regarder un truc, t'as vu, qui dure le temps d'un épisode, comme un épisode d'une série, ou Ok. qui dure, je sais pas, 30 minutes, 40 minutes, bien, tu vois. Mhm. Et c'est comme ça que je me suis dit tout de suite, non. Moi, je vais l'agrandir, limite faire un moyen métrage. Et en fait, c'est comme ça qu'en fait, je suis parti dans mon délire et j'ai essayé de faire un truc, parce que du coup, je le voyais vraiment grand, parce que je me disais, peut-être que si je le fais de la bonne manière, peut-être que ça peut intéresser quelqu'un et peut-être qu'on pourra le commercialiser. Voilà. Mhm. Non, j'aime bien, franchement, tu sais, Jimmy, tu parles avec sagesse, tout ça. J'adore, je pense que nos auditeurs vont beaucoup aimer cet épisode. Tu sais, tu parlais justement, on parlait de sagesse et tu disais il fallait être patient, etc. Toi, le projet, il a mis pratiquement 4 ans à voir le jour. C'est-à-dire que toi, comment tu vis ces 4 ans en fait? Quand tu sais que tu as quelque chose, que tu y crois. Bon, c'est un peu particulier parce qu'on va dire que les castings commencent en 2020. Voilà, donc on est en 2025, donc ça fait quand même longtemps. Et les Mhm. premiers tournages commencent en février 2021.
Et en fait, le truc qui se passe, c'est que bah, du coup, comme je te dis, on avait commencé avec un court-métrage. En un an, on a pu le peaufiner parce que du coup, comme j'avais des soucis de moyens, donc il fallait que j'économise une certaine somme d'argent pour pouvoir tourner. Et donc, en la première année, j'ai pu le faire donc en 2 fois. Donc une première partie, je crois en février, une deuxième partie, je crois en novembre. Et du coup, déjà, la contrainte était déjà la contrainte financière. C'est-à-dire que j'attends, mais j'attends parce que j'attends de l'argent. Bien sûr. Voilà, donc en fait, c'est une attente, comme je me réfère encore à la patience. Voilà, je disais aux comédiens, voilà, patienter, etc. Moi, je dois économiser, tout ça, pour louer du matériel, blablabla. Et donc, c'est comme ça qu'on tourne. Et maintenant, quand on tourne, il y a un laps de temps de 2 ans où bah, on ne sait pas trop quoi faire de l'épisode parce que du coup, c'est un peu trop long pour certains festivals. En même temps, moi, j'essaie de voir si ça peut intéresser. Et du coup, au bout de 2 ans, on lance un teaser ou 1 an et demi, on lance un teaser sur les réseaux. Et là, ça s'emballe. Mais moi, quand je lance le teaser, je ne vais pas te mentir, c'est parce que je suis un peu dans une mauvaise phase de ma vie parce qu'en fait, même au niveau du taf, c'est un peu bizarre. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont un peu bizarres. Et quand Mhm. je me dis, mais gars, tout est bizarre, mais tu as un projet qui dort, qui est là, tu vois, tu essaies d'en parler en interne, personne ne fait quoi que ce soit. Je dis, bah, fais un petit teaser, poste-le sur les réseaux, histoire de, tu vois. Et vraiment, en fait, le premier teaser, je l'ai posté vraiment comme un SOS en vérité. Ah ouais. Vraiment, vraiment, tu sais, j'avais aucune ambition, je l'ai posté comme ça, tu vois. Et quand je l'ai posté comme ça, gars, le bruit que ça a fait, j'étais choqué. Tout le monde était choqué. C'est-à-dire que tout le monde a dit, ouais, mais c'est quoi? Ça repose en V noir, blablabla. On était choqués. Et c'est comme ça que ça a ramené des gens. Tout le monde m'a dit, ah ouais, ouais, c'est comment, c'est comment? Et moi, tout de suite, j'ai dit, ouais, non, mais c'est une série, attention, nana. Et sauf que les gens, au début, ne savaient pas que il y avait qu'un seul épisode. Ok. Voilà. Et donc, ça fait que du coup, il y avait que le pilote, donc le court-métrage qui était devenu donc du pilote de cette série. Et donc, du coup, Mhm. j'ai pu me connecter avec d'autres potes à moi qui m'ont aidé dans les finances. Et à ce moment, on s'est dit, OK, si on a un peu de finances, allez, c'est parti. On essaie de partir sur un chiffre un peu rond qui est de 5 épisodes, donc rajouter 4 Mhm. épisodes et voir comment faire la suite. Et sachant que eh ben, c'était un peu compliqué, on a eu aussi quelques galères pendant les tournages, donc ça a encore rallongé les périodes. Et ça veut dire qu'il fallait encore ressortir des sous. Et donc, en fait, en gros, ce qui fait que tu patientes, c'est qu'à chaque fois, il y a des petits bugs. Et donc, tu dois faire quoi? Tu dois ressortir des sous. Et pour ressortir des sous, nous, on est des travailleurs. Donc, il faut d'abord travailler, avoir de l'argent et ensuite Mhm. faire. Et donc, c'est-à-dire que, ben voilà, hein, toutes les économies, tous les trucs. Moi, je suis limite plus jamais parti en vacances. Voilà, hein, c'est de l'abnégation, hein, tu vois. Bien sûr, ouais, ouais. Et je voyais le public ne le verra pas, mais nous, on voyait avec les images qu'on avait fait que ce qu'on avait fait, c'était franchement, d'un un autre niveau, en tout cas, c'était bien. Et que ça méritait de Mhm. se présenter au public de la bonne manière parce qu'on faisait les choses vraiment bien avec le cœur, avec l'amour et tout. Et donc, du coup, ben, on s'est dit non. Moi, je me suis dit, en tout cas, je ne peux pas lâcher. Il faut que je termine de la meilleure manière que je peux le faire à ce niveau-là et au Mhm. moins envoyer, tu vois. Parce que la vraie réussite pour moi de ce projet, c'est le fait d'exister déjà. Le fait de l'avoir fait, d'être allé au bout, de le présenter, qu'il existe enfin aux yeux de tout le monde. Moi, ma réussite, elle est là, tu vois. Donc, c'est ce qui s'est passé durant on va dire, ces 5 ans. Ça a été Mhm. long, certes, mais c'était des attentes succinctes d'année en année. Et au final, on était limite obligé de respecter notre parole parce qu'on se dit, on s'est engagé. C'est pas au bout de 4 ans que alors que tout le monde attend, Mhm. tu as fatigué les gens pendant 4 ans. Et toi, C'est clair. voilà, parce qu'il manque 10 000 euros, et ben tu fais capoter le projet, tu vois. S'il manque Mhm. 10 000, va les chercher. Parce qu'au final, tu as fait attendre les gens 4 ans. Tu imagines, tu fais attendre les gens 4 ans, au final, rien ne sort. Les Ouais, gens ouais, en c'est plus clair. dégoûtés. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça se trouve, si tu te bats pour trouver je sais pas, les 15, les 10, les 20 000 euros manquants, pour aller au bout, au moins les gens vont se dire, tu as une Mhm. parole, tu es allé au bout, tu vois. Et malheureusement, voilà, on est aussi des gars de quartier, et voilà, la C'est ce parole, que c'est j'allais très dire. important, tu vois. Bah oui, c'est précieux. Justement, tu parles de on est des gars des quartiers et tout. Mais comment toi, tu motives une troupe pendant 4 ans? Tu sais, les gens, on ne sait pas où on va, on ne sait pas dans quelle direction. On la motive comment cette troupe à ce moment-là? En fait, la motivation, je pense que déjà, c'est s'appuyer sur les bonnes personnes, dont des comédiens qui ont vraiment cette aspiration, c'est de vraiment réussir dans l'acting. Et aussi le Mhm. fait que à chaque fois qu'on tournait, bah, nous, on faisait des petits montages, c'est-à-dire qu'on avait un pré-montage et tout, qu'on pouvait montrer aux comédiens. Ça nous permettait aussi de voir des choses qui n'étaient pas bien, des choses à refaire, des choses comme ça. Et en fait, des comédiens se rendaient compte que, en fait, c'était bien. C'est-à-dire que quand, en interne, tu vois, par exemple, quand je t'ai dit que j'ai posté le teaser, ça allait faire un bruit.
Ben, je te laisse Mhm. pas imaginer la première fois que j'ai montré les premières versions de l'épisode 1 aux comédiens eux-mêmes. Parce que eux-mêmes, ils sont arrivés, ils ont vu que des textes. Ils ont vu les tournages, certes, mais ils pouvaient pas savoir quel était le résultat visuel, la qualité visuelle. Mhm. Quand tout le monde a vu la qualité visuelle, ils se sont dit non, on est au bon endroit. Tout de suite, tout le monde a dit ah non, 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 non. Alors là, si tu me produis un truc de cette facture, ah non, 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 moi je suis là. Ouais. Tu vois, et au fil des années, on a fait que glow up en fait. Ok. On a profité de ces 5 ans pour pouvoir glow up. Mhm. Et ça, par contre, c'est vraiment ce qui. C'était pas de la mauvaise patience. C'est de la bonne patience parce que ça nous a servi, que ce soit financièrement, ça nous a servi à glow up, ça nous a servi à faire énormément de retours avec aussi des pros en interne qui nous ont donné des conseils, qui nous ont dit vas-y, retirez Mhm. ça, mettez ça, blablabla. Et donc, ça fait que, eh ben, au fil et à mesure de ces années, les comédiens voyaient que ce qu'on faisait, même si ça prenait du temps et que tout le monde était fatigué, ils voyaient que le résultat était là. Et que moi, je lâchais pas et qu'on devenait meilleur. En fait, à chaque fois, c'était de plus en plus. Voilà, on s'améliorait, tout simplement. Et donc, ce qui fait que, voilà, moi, par exemple, le seul truc que je leur ai dit, c'est que moi, je ne demande pas d'exclusivité aux gens. Vous pouvez travailler, vous pouvez même Mhm. avec d'autres personnes. Donc, c'est pas ce projet. Prenez ce projet comme un truc que vous faites de côté, comme une espèce de tirelire que vous allez casser dans 5 ans. Bien sûr. Voilà, tout simplement. On en parlera tout à l'heure de la qualité visuelle, tout ça et tout. Mais là, j'aimerais qu'on aborde un peu les thématiques, parce que tu as quand même des thématiques fortes. Tu parles de la réinsertion, d'amour, pression sociale. Quel message, toi, tu veux transmettre avec cette série, en fait? Ok, en fait, la série, je l'ai voulu tout d'abord mature. Voilà. C'est-à-dire que je veux que la série s'adresse à, certes, aux plus jeunes, mais principalement à des 30 ans et plus, 40 ans et plus. Parce que moi, je pars du principe que ce qui me gênait, moi, dans certains films que je vois ou certaines séries que je vois, en tout cas que nous-mêmes on produit, c'était que je me rendais compte qu'en fait, les gens n'avaient pas infantilisent, nous infantilisent. C'est-à-dire que des fois, tu vas voir un film, les gens, ils ont tous 40 ans, 50 ans, mais les situations en elles-mêmes qui vivent dedans, c'est des trucs de gamin. C'est l'humour qui infantilise le personnage qui est Ouais, pour genre. adulte. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je voulais, Mhm. pour ceux qui m'ont connu pendant le confinement, je faisais beaucoup de lives à l'époque, des lives tu sais, sur la vie quotidienne, homme-femme, des sujets un peu profonds. Et en fait, Mhm. tous ceux qui m'ont connu de cette époque-là, ils savent que en fait, c'est tout ce que je suis, que j'ai mis dans cette série. Tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très dans l'humain. Et moi, je voulais donc, du coup, parler des choses humaines, des relations qui peuvent être des fois compliquées euh, de prime abord, on va dire, alors qu'au Mhm. final, c'est peut-être ce que beaucoup vivent. Moi, je voulais être dans les émotions, je voulais voir des comédiens. Je voulais faire une série dans laquelle les comédiens s'expriment, tu vois. Et voilà, et de manière mature, sur des sujets et des thématiques matures, comme tu l'as rappelé, l'amour, la famille, l'entrepreneuriat, Mhm. le salariat, euh, la trahison, le... Tu vois, pas mal de sentiments primaires. Et je pense que pour commencer, moi, je suis content de commencer comme ça. Commencer avec un projet qui est humaniste, qui est humain, qui met vraiment l'humain au centre des choses. Et Mhm. vraiment, tous les aspects humains, entre guillemets, même si bien sûr on n'a pas pu trop tout traiter, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais véhiculer d'abord dans cette série. Tu vois. Vraiment le côté humaniste, humain, et voilà, parler des sentiments, de tout ce qui nous entoure. Mhm. Si on parle un peu de ton personnage principal, Yann, c'est un homme qui est un peu tiraillé entre ses ambitions et sa réalité. Est-ce qu'il y aurait une part de toi en lui? Tu vois, certainement, hein, certainement. Je pense que j'ai aussi ce côté-là, où dans le sens où, comme je t'ai dit, j'ai été beaucoup patient. Mais être patient, ça montre aussi réellement, ça met à l'épreuve en tout cas ton ambition. Voilà. Est-ce que tu es prêt à attendre, mais de la bonne manière, hein. C'est pas juste attendre, rester chez soi, ne rien faire et attendre que le succès te tombe dessus. C'est travailler tout au long d'un certain nombre d'années de manière constructive et productive pour arriver à ton but. Et ben voilà, oui, en ce sens-là, ça me ressemble aussi. Si on parlait maintenant de l'acteur principal, Lionel, Yes. comment s'est fait le choix du casting en fait? Alors, Lionel, je le connaissais déjà il y a plus de 10 ans, hein. Je l'ai rencontré sur une pub, sur un court-métrage que j'avais fait avec d'autres personnes il y a très très longtemps. Et en fait, Mhm. j'ai juste fait un appel à casting, tout simplement. Et donc, Ok. il a participé comme tous les autres. Et pour la petite histoire, quand il vient pour auditionner pour un autre rôle. Ok.
Donc, il auditionne pour ce rôle-là. On dit très bien, tout ça. Et avant de partir, il nous dit ça ne vous dérange pas si je fais aussi l'acteur principal parce que j'ai appris tous les textes. Si vous voulez, je peux essayer de Ah vous faire ouais, un peu tous les personnages vu que je suis là. On se dit, ok, bah, vas-y. Et il fait son truc. On, on trouve ça sympa. On se dit, ok. En fait, ce qui nous a marqué même d'ailleurs, c'est déjà le fait que ça soit le premier qui arrive et qui ait tout appris. grave. Donc on s'est dit, ah ouais, lui, il est motivé, gars. Il y avait 3 personnages, il a appris les 3 personnages. Truc de ouf. Donc déjà, on s'est dit, ouais, ouais, il est motivé, il est grave motivé, tu vois. Et ensuite, il y avait quelqu'un d'autre qui était pressenti pour le rôle principal. Mais par rapport à ce qui allait se passer et le côté profond, lui, il avait ce faciès et ce tempérament qui collait bien et qui ferait le contresens. Parce que je pense que ce qui est bien aussi dans le cinéma, c'est des fois le contre-pied. Le Mhm, contre-pied dans le sens où tu n'as pas besoin d'être une personne d'apparence lisse pour jouer peut-être un rôle qui sera lisse. Tu vois, parce que là, mhm, c'est du ton sur ton. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est peut-être l'inverse. C'est quelqu'un qui a peut-être d'apparence lisse, à qui tu fais jouer un psychopathe ou un mec borderline et tout. Tu te dis, ah ouais, je m'attendais pas à ce que ce mec-là soit en fait, tu vois, comme dans la vie, tu vois, je refais encore un parallèle par rapport à la vraie vie. Tu as des gens, tu les vois, ils sont tous souriants, ils sont mhm, super, etc. Mais tu sais pas que ça se trouve, c'est eux les plus malheureux parce qu'ils vivent des trucs compliqués ou peut-être dans leur passé, ils ont eu des trucs compliqués, tu vois. Ça mhm, t'explique. Mais le faciès, ce qui est intéressant en tout cas, c'est quand le faciès, des fois, ne matche pas ce qui va arriver. Et mhm, lui, en fait, c'est ça qui a payé. Parce qu'on s'est dit, en vrai, le voir lui avec sa carrure et son côté homme, ouais. ce genre de situation, et puis voir comment il évolue, et je pense que ça a plus de sens que l'autre personne, tu vois. Et c'est comme ça qu'il a eu le rôle, en fait. Et d'ailleurs, même, c'est même pas moi, hein, c'est quelqu'un de mon équipe qui a insisté pour que ça soit lui, et en fait, elle a eu raison. Raison, ouais. Non, mais Exact. t'as raison ce que tu racontes, parce que ça surprend le spectateur. Parce que tu vas voir quelqu'un qui est gentil, lisse, etc. Et qui s'avère être autre chose, peut-être un démon, tu te dis, waouh, jamais j'aurais pu penser que cette personne pouvait être ça, en fait. Exactement, c'est un peu, je pense que c'est ça vraiment le truc aussi qui est très intéressant à faire, tu vois, c'est de faire un petit peu des contre-pieds, des choses un peu auxquelles on s'attend pas forcément, quoi. Mhm. Dans Mindset, t'as Paris et sa banlieue qui sont un peu genre des personnages à part entière de la série. Comment t'as travaillé un peu ce côté visuel et culturel? En fait, justement, comme je vais encore faire une référence à ce que je disais tout à l'heure, je voulais vraiment que ça nous représente pour de vrai, tu vois, c'est-à-dire que moi, je ne connais que cet univers. Je Ok. connais Paris, je ne connais que bon, je connais aussi un petit peu le Bled, mais c'est pour dire que, voilà, moi, c'est vraiment cet univers. Parce que moi, c'est comme si dans la série, je vois un peu les bribes de mes amis, de mes potes, d'un Mhm. connaît, d'un abonné, d'un follower, d'un artiste. Je vois un peu ces bribes-là. Et c'est ça que je voulais représenter, mais bien sûr dans un cadre fictionnel, bien évidemment. Bien sûr. Mais Mhm. je voulais qu'on puisse s'identifier, pas forcément soi, mais en tout cas identifier des traits de caractère, des choses. C'est-à-dire que des fois, peut-être que cette situation, toi, tu l'as pas vécue, mais peut-être qu'au fond de toi, un pote à toi, il l'a déjà vécu. Ou quelqu'un que tu Mhm. connais, ou tu as déjà vu une sauce sur les réseaux sociaux, ou des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. ouais. Mhm. J'aime bien ce que tu dis. On va parler de le côté visuel parce que tout à l'heure tu parlais de l'éclairage, tout. Moi, j'ai beaucoup adoré l'étalonnage, en fait. C'est ça qui m'a vraiment marqué. Quand j'ai regardé ça, j'ai fait waouh, on dirait un film américain, tu vois. Yes, merci. Bon, en fait, je pense que bon, ça vient aussi en tout cas, je reconnais aussi les premiers commentaires qu'on a eus, qui sont Mhm. bah, exactement comme les tiens, tu vois. Et je pense que oui, ça vient de mon parcours quand même de réalisateur de clips. Parce que voilà, je pense que pendant 15 ans, le fait de travailler dans les clips vidéo font que ma, ma principale mission, c'est la mise en valeur, l'esthétisme, tu vois. Et je suis déjà dans l'esthétisme. Et moi, personnellement, quand je me suis lancé dans la fiction, je me suis dit, dès le début, il faut que je sois dans l'esthétisme parce que c'est mon truc. Parce que voilà, quand tu travailles dans les clips, ta mission principale, c'est de mettre en valeur. Mettre en valeur les gens, mettre en valeur le protagoniste, mettre en valeur vraiment ce que tu filmes, tu vois. Et je Mhm. voulais que ça me ressemble quand même. Tu sais, je voulais pas qu'on se dise, en tout cas par rapport à moi, hein, je sais que je suis encore novice, c'est mon premier projet, mais je voulais pas Mhm. que même moi, je voulais pas regarder mon œuvre et me dire, c'est trop éloigné
visuellement de ce que j'ai l'habitude de faire, tu vois? Parce que moi, je voulais ce côté esthétique, ce côté léché, ce côté propre, ce côté, bah, quinri, comme tu dis, parce Mhm. que voilà, hein, c'est ce que, entre guillemets, «je sais faire» et voilà, l'idée, c'est que ça soit moi, en fait, tu vois? Mhm. Tu parlais de mise en valeur, identification, tout ça. Et Mindset, franchement, c'est l'une des premières, une des séries en France où ton casting est majoritairement des gens issus un peu de la diversité, etc. Et en plus dans des rôles très valorisants. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour toi en fait? Est-ce que ça y avait une importance pour toi? Oui, il y a une importance et c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Je dirais d'abord que, comme je t'ai dit, je travaille déjà dans un écosystème qui est l'univers des clips vidéo. Et dans cet univers, j'ai côtoyé pas mal de comédiens, de comédiennes qui viennent faire des fois de la figuration dans des clips, dans des courts-métrages, dans des choses. Et en fait, au fur et à mesure des années, je voyais beaucoup de profils que je me disais à chaque fois, lui, si je le mets dans un clip, ça va être dans un film, ça va être un truc de ouf. Elle, son visage, ta, 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 ta. En fait, dans ma tête, j'avais constitué un peu comme une espèce de banque de comédiens sans le savoir. Et en fait, Ok. quand je me suis lancé, mon but premier, c'était de me dire, eh ben, comme un rappeur, quand il essaie de percer, eh ben, il faut d'abord qu'il conquiert son quartier. Eh ben, il fallait que moi, je puisse d'abord ramener les talents qui étaient à côté de moi. Avant, avant autre chose. Moi, mon but était de me dire, ben, si Jimmy commence à se mettre dans la fiction, il faut qu'il prenne des talents autour de lui, d'abord, pour commencer. Donc, en fait, j'ai d'abord pris auprès de moi parce que je me suis dit, si je dois mettre en avant quelque chose, pour ça, mettre en avant des gens que j'ai déjà connus, des gens que j'estime, on a déjà sympathisé, etc. Tu sais qu'il est bon, tout ça. Donc, en fait, c'était d'abord une volonté de mettre en avant les talents que je savais être à mes côtés, en fait. Je vois. Tu sais, tu parlais, si on parlait maintenant un peu de l'aspect technique, est-ce que tu as une scène où tu es particulièrement fier de toi en fait? Genre, Non, franchement, il y en a plusieurs. Franchement, il y en a vraiment, vraiment plusieurs. Même par épisode, t'en as plein. Tu vois, dans l'épisode 1, il y a une scène un peu qui est touchante et en même temps un peu marrante. C'est la scène où le personnage de Greg, il demande le numéro d'une fille qui s'appelle Jamila. J'espère qu'en tout cas, si tu as pu regarder cette scène-là, elle est vraiment très sympa. Tu vois. Euh, pareil aussi la scène avec le frère dans l'épisode 3 qui parle avec Daryl. ouais. En fait, franchement, je veux pas tout spoiler aussi parce que je pense que aussi ceux qui regardent à ce Ouais, il y en a moment-là, qui n'ont pas encore tout vu, ouais, ouais. franchement, je vous invite à regarder parce que je pense que voilà, les gens verront qu'on a quand même bien bossé et qu'il y a des choses quand même impactantes qui ressortent. Et j'espère d'ailleurs que, justement, en parlant de ces scènes-là, peut-être grâce à cette série, certains talents seront révélés, tu vois, que les gens vont se dire, ah ouais, lui, elle, c'est vraiment une très belle actrice et tout, tu vois. Je pense que Mhm. il y a des comédiens qui ont su vraiment exacerber et puis magnifier les rôles, tu vois. Selon moi, hein, tu vois. Mhm. À un autre petit niveau, bien sûr. Mais voilà, moi, je suis fier quand même de pas mal de choses. Je ne veux pas tout spoiler, désolé, Bien mais sûr, ouais. voilà, franchement, il y a pas mal de... Franchement, il y a pas mal de belles scènes, tu vois. Vraiment, dans la série, de manière globale, il Ouais. y a une quinzaine de belles scènes pour moi, hein. De belles scènes, avec du beau jeu d'acteurs et tout. Il y a quand même, voilà, une bonne dizaine. J'aime bien, tu parles du jeu d'acteur, justement. Parlons un peu de ce côté technique, toi, en tant que réalisateur, maintenant que tu es à la fiction. Ouais. Comment tu diriges un peu tes acteurs sur le plateau? Comment ça se passe? Est-ce que tu leur fais faire plusieurs prises ou généralement tu prends une, c'est bon? Ça marche comment pour toi? Ok. Bon, déjà, ça c'est sûr, il faut faire plusieurs prises parce que c'est vrai que même des grands acteurs, c'est pas sûr parce qu'en fait, tu as toujours besoin d'avoir une deuxième pour avoir un élément de comparaison derrière. Mhm. Ça, tu vois, c'est quand même important. Par contre, le plus gros de la direction d'acteur, pour moi, se fait pendant les répétitions. Parce qu'en fait, quand tu tournes, tu n'as pas le temps. Malheureusement, comme je t'ai dit, on a des problèmes de budget. Même à haut niveau aussi, Mhm. des problèmes de budget, hein, donc ça ne veut rien dire. Mais en fait, le tournage doit être efficace. Et c'est pas pendant le tournage que vous allez commencer à trop tergiverser en vérité, tu vois. Donc, c'est-à-dire que moi, en amont, on fait vraiment pas mal de casting de répétition. Et ça fait que Mhm. les répétitions là, je me concentre sur le jeu, sur les intentions de jeu, je me concentre sur toutes ces choses-là. Et c'est là où on peut vraiment discuter, vraiment travailler, parce que c'est filmé aussi, tu vois. Ça nous Mhm. permet de revoir derrière, de nous dire, OK, t'as dit, tu l'as joué comme ça, joue-le plus comme ça, ou bien ce que tu as fait là, essaie de le retenir pour faire la même chose.
etc., tu vois. Et ensuite, bah, le jour J, il y a encore des améliorations, mais généralement, quand on arrive, franchement, on a déjà les bonnes intentions, on a déjà la bonne préparation et c'est déjà un peu plus sympa, tu vois. Si on parlait maintenant un peu du retour du public, parce que maintenant la série, depuis le 19 janvier, elle est diffusée, etc. et tout. euh, Quel retour t'as? Qu'est-ce qui t'a marqué parmi ces retours que t'as reçus? Bah, écoute, on a de bons retours parce que c'est vrai que, bon, c'est pas évident, comme je dis, c'est un premier projet, donc forcément, nous, on n'a pas d'éléments de comparaison. Et Mhm. bah, voilà, on est tout cuit. Comme je t'ai dit, pendant 4 ans, même en interne, ça m'a permis de pas mal bouger avec le projet pour avoir des avis, des pros, etc. Et donc, franchement, le public, on a été agréablement surpris. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, pour me confronter au public, j'ai voulu faire des avant-premières. Tu vois, parce que là aussi, tu sais, des fois, c'est facile quand les gens sont chez eux, ils regardent, bon, les commentaires, bon, n'importe qui peut commenter au loin, tu sais pas qui c'est, même on peut même croire que c'est des faux commentaires, tu vois. Et C'est des ça, fois, ouais. le voir les gens en vrai, ça, c'est En autre chose, live, ouais. tu vois. Et donc, nous, on a fait 3 avant-premières sur Paris quand même. Tu vois, on en a fait une, la première sur les Champs-Élysées, au cinéma Mac Mahon, qui est juste à 1 minute à pied de l'Arc de Triomphe, qui est un Mhm. cinéma emblématique. Il y avait quasiment 150 personnes, tu vois. Et les jeux étaient dithyrambiques parce que c'est vrai que aussi, au-delà de tout ce qu'ils ont vu, c'est aussi le parcours. Tu vois, le voir que vraiment c'était un gros parcours. Et Mhm. après, on en a fait une autre encore à Sarcelles, au cinéma CGR, qui est un gros cinéma aussi. Et on a terminé sur Paris, en tout cas, à Suresnes, au cinéma Le Capitole. Donc en tout et pour tout, c'était peut-être, on va dire, quasiment 600 personnes. Entre 500 Ok. personnes qui sont venues voir. Et Mhm. aussi, fait une dernière, là, je ne sais pas si tu as suivi, en Martinique. Oui, j'ai vu, ouais, Madina, ouais. Aller en Martinique parce que c'est pour moi, c'est important de ramener, d'aller vers les gens. Parce que nous, on commence. On n'est pas des Denzel Washington, on a déjà une base, tu vois. Et donc, en fait, bah, il faut qu'on aille la faire, cette base. Il faut Mhm. aller rencontrer le public, aller vers eux. Et c'est pour ça que, voilà, moi, dans notre planning, oui, on va se déplacer un petit peu. Et donc là, oui, on est aussi allé aux Antilles. Et là aussi, pareil, on a eu aussi de bons retours, tu vois. Après, maintenant, oui, tu peux avoir aussi des gens qui vont dire, ah, ouais, ça. Mais généralement, même des petites critiques sont souvent positives. Et ça emmène à dire, ah ouais, on Mhm. a progressé, tu vois. Et en fait, beaucoup ont été très encourageants en disant, franchement, pour un premier projet, continuez, Mhm. améliorez-vous, il y a des petits points encore à améliorer, etc. Mais franchement, dans l'ensemble, voilà, que des bons retours. Est-ce que tu as eu des retours un peu de la profession? Parce que je sais que tu étais en partenariat avec BET. Est-ce qu'il y a eu les pros, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils en pensent, tout ça? J'ai eu, je vais donner 2 exemples qui sont parlants pour moi. C'est Mhm. que, bah, du coup, il y a 1 an et demi, l'épisode 1 du coup, vu qu'à l'époque, il y avait que ça encore, Mhm. a été diffusé au pavillon Afrique du Festival de Cannes. Ah oui. Voilà, ça a été diffusé, mais malheureusement, bah, nous, on le savait pas. Parce qu'en fait, on avait contacté, bah, l'entreprise et on pensait que vu qu'on n'avait pas eu de retour, on pensait que c'était mort. Ok. Et voilà, à juste titre, hein, parce que je pensais qu'en fait, une fois que tu es sélectionné, ils te le disent, et comme ça, toi, tu vois, pour y aller, parce que bon, on diffuse ton film, il faut que tu sois là pour peut-être, voilà, pour des acheteurs, de potentiels acheteurs. Donc, en tout cas, on n'a eu aucun contact. Et sauf que 1 an plus tard, j'ai une boîte de prod américaine qui vient me voir. Et en tout cas, c'est la dame du Festival de Cannes qui m'appelle en me disant, il y a une boîte de prod américaine qui veut vous voir pour votre film. Oh. J'étais comme toi, hein. J'ai fait, hein. Et là, je comprenais pas pourquoi elle m'appelait parce que je pensais que c'était mort. Il y a 1 an déjà, et je comprends pas pourquoi on m'appelle 1 an plus tard pour me dire que on m'appelle pour mon film. C'est clair. Et donc, du coup, je fais un retour avec cette boîte de prod américaine, du coup, qui fait pas mal de black movie au State, qui fait pas mal, même si c'est des séries B, mais en tout cas, ils ont un gros catalogue, ils bossent avec tout le monde, HBO, Netflix, Mhm. tout ce que vous voulez. Et bref, ils me disent, voilà, ils ont vu mon film, qu'ils aiment bien, qu'ils aiment bien la couleur, le style, les personnages, Ouais. le casting, en fait, que les codes leur rappellent vraiment des codes américains, mais un peu à la française, Direct. on voit à Paris, tout ça. Et en fait, nous, on les écoutait, mais on était choqués. On disait, ah ouais, ok, d'accord, ok. Et donc ça, c'est des cadres qui te parlent, c'est des professionnels. Donc, ils nous disaient juste, voilà, on double en anglais, tac, on peut attaquer le marché américain, blablabla. Ils nous racontaient des trucs comme ça. On était en mode, wesh, dinguerie, tu vois. C'est Donc clair. déjà, ça, c'était un gros retour de professionnels qui était vraiment fort. Et par rapport à BET, faut savoir que BET, du coup, c'est une chaîne américaine. Mhm. Voilà, et donc elle dépend bien sûr de, bah, du coup, la chaîne des États-Unis, déjà, donc la maison mère, et ensuite l'Afrique du Sud. Et donc, pour que le projet soit validé, il fallait qu'on l'envoie d'abord au State, en Afrique du Sud, tout ça.
Et ça a eu ces 2 validations. Mhm. Donc on s'est dit, attends, donc ça veut dire s'ils envoient au state, les gars ils valident, les jeux ils valident encore. C'est clair. Eh wesh. Donc là-dessus, voilà, tu vois. Après, maintenant, oui, à côté de ça, j'ai eu aussi pas mal de pros qui nous ont donné des conseils, qui ont essayé de nous orienter aussi en disant, voilà, ça peut-être, c'est pas bien, ça peut être modifié, ça peut être comme ça peut être amélioré comme ça. Et Mhm. c'est des conseils euh, que je prends toujours, comme je t'ai dit, j'ai vraiment ce background d'abord de technicien, tu vois, dans le sens où il faut être très à l'écoute, faut pas forcément tout prendre mal, faut aussi être bienveillant en l'encontre des critiques. Moi, je pense que la critique que je trouve mauvaise ou je trouve la plus dure, ce serait l'indifférence. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que si quelqu'un est indifférent à ton projet, je pense que c'est la pire des critiques. C'est clair. Voilà, mais par contre, si quelqu'un prend le temps de dire «Ah, t'as vu, c'est bien, mais peut-être que truc, ah, peut-être que Ouais. ça», et ben ça veut dire que, en fait, même dans... En fait, il veut que le truc il soit bien. Je sais pas si tu vois ce Bien que je... sûr, ouais. Moi, je Ouais, je vois vois ce que bien tu veux dire. de la critique, tu vois, en tout Mhm. cas de cette sorte, tu vois. Donc, en soi, voilà, franchement, des professionnels, voilà, 3 exemples où, voilà, bah, je pense que voilà, on a eu des retours en tout cas assez intéressants. Mhm. Toi, tu es un homme des réseaux, je sais que tu es très actif là-dessus et tout. Les gens sont venus te parler dès que la diffusion est sortie. Donc, qu'est-ce que ces gens te demandent? Est-ce qu'ils espèrent une suite? Est-ce que... C'est quoi les questions qu'on demande? Ah, j'ai que ça, hein, j'ai que ah, la saison 2 c'est comment? Blablabla. Ouais. J'ai dit, ah les gars, mais moi, si j'ai pas d'argent, je fais comment? Ah, c'est une C'est question clair. d'argent, mais bon, déjà, ça fait plaisir. Parce que comme je te dis, encore une fois, je pense que la pire des critiques, c'est l'indifférence. Et le fait Ok. déjà que les gens te disent, ah, la saison 2 c'est comment? Bah, ça veut dire que bah, qu'ils ont été aimés, ils veulent en voir plus, et peut-être qu'ils Mhm. ils sentent que... En fait, moi, cette série, pour répondre un peu à cette question, je veux te dire un truc. C'est que moi, cette série, je l'ai faite aussi parce que le but, c'est réellement que les gens qui voient, qui verront ce projet, comprennent que ce projet a du potentiel. Ce projet, avec Mhm. des moyens développés, peut avoir un énorme potentiel. Moi, c'est tout. C'est-à-dire que si, quand tu regardes ça, tu me parles déjà des saisons 2, ça veut dire que j'ai réussi ce que j'ai fait. Tu vois, Mhm. c'est juste que si tu regardes ce projet, et que, en tout cas, j'espère que les gens iront au bout des 5 épisodes. Le prochain épisode, d'ailleurs, c'est le dimanche 23 et le dernier, le dimanche 2 mars. Et Mhm. j'espère que les gens qui iront au bout, qui vont se poser pour regarder les 5 épisodes et tout, se diront vraiment, non, je veux savoir la suite, frère. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre. C'est quoi, on C'est va pas clair. comme ça, tu vois. Moi, c'est Mm. vraiment ce que je veux. Mais est-ce que toi, dans ta tête, t'envisages une saison 2? Ah oui, totalement. Elle est même en cours d'écriture depuis, hein. Ah ouais, ok, Oui, exclu. voilà. Bon, hey, moi, tu veux l'exclusivité, hein. Non, 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 t'inquiète, J'ai eu exclusivité. l'exclu, hein, j'ai eu l'exclu. J'ai eu l'exclu. Tu sais, on parlait tout à l'heure un peu des chaînes étrangères qui avaient de l'intérêt. Est-ce que tu as eu d'autres plateformes maintenant qu'ils ont vu la diffusion? Parce que tu sais, généralement, les gens sont toujours en retrait. On regarde, on observe. Maintenant qu'on voit, il y a un petit succès, il y a de l'engouement. Est-ce que maintenant, tu as des gens qui disent, ah ouais, viens nous, on te la diffuse? Ou est-ce que... Ouais, non, mais je vais pas mentir, il y a des pourparlers. Donc déjà, ça Ok. montre que lui, ça arrive, ça commence à arriver dans des bureaux, dans des sphères et tout. Donc, je pense qu'en fait, ce qui manque, qui va peut-être propulser encore, c'est quand ça va être un peu plus démocratisé. Je pense que quand tout... En fait, le truc, c'est que comme BET, c'est vrai que c'est quand même une chaîne du câble. C'est pas tout le monde qui l'a ou qui la regarde. Donc, c'est aussi un fait. Mhm. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on arrive à un moment donné où la série sera soit sur une plateforme pour qu'on puisse voir les 5 d'un coup. Comme ça, tu sais, les gens, ils aiment bien consommer comme ça. Ils se posent une après-midi, boum, ils Et regarde regardent un coup tout. d'un coup. Ça fait peut-être 3 heures ou moins de 3 heures. Tu as le temps de bombarder. Tu vas au cinéma, tu regardes des films de 3 heures, tu vois. C'est ça, ouais. Voilà, tu peux t'asseoir, tu regardes tes 2 heures et demie, boum, tu as fini la série. Et du coup, tu peux te projeter, tu vois. Et donc, du coup, je pense qu'une fois qu'on aura posé tout ça et que peut-être il y aura un peu plus encore du bruit, c'est-à-dire que Mhm. voilà, le public en parle un peu plus, ça remonte encore plus dans les instances. Je pense que oui, à ce moment-là, ça va encore pousser plus les décideurs à se dire, il faut vraiment qu'on passe la 5e limite sur ce projet-là, tu vois. C'est clair. Mm. Là, maintenant, on arrive dans la partie de l'émission où on parle un peu promo, tu vois, on parle un peu de ce que, sur quoi tu travailles en ce moment, qu'est-ce qui arrive pour toi. On sait que l'épisode la série se termine en mars, mais est-ce que tu continues à faire des clips entre-temps? Comment ça se passe? Si, bien sûr. Bon, moi, après, c'est mon activité principale, hein, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain. Et donc, Mhm. en ce moment, je travaille beaucoup avec des jeunes. Depuis quasiment 2 ans, je travaille beaucoup avec des nouveaux talents. T'as un artiste qui s'appelle Cly, Ok. CLYY, donc 2 fois Y. Ouais. C'est un bon artiste qui fait de la mélo, qui est de Mantes-la-Jolie.
à suivre aussi avec lequel j'ai travaillé, tout ça, il est signé, c'est chez Sony Music. Et donc, Mhm. à côté de ça, il y a aussi une artiste qui s'appelle Saro, qui est beaucoup proche aussi avec Chacola, que je clip aussi. J'ai fait quelques clips aussi pour elle. Elle débute. Mhm. Et pareil aussi, elle est signée en maison de disque. Et voilà, c'est des beaux produits. Là, je reviens du Gabon où j'ai clippé un artiste qui s'appelle Yorsi. Yorsi, c'est celui qui avait fait Nouvelle École. Il y a un morceau Ok. qui avait à l'époque où il dit c'est des faux gars, boy, le terrain est Ouais. miné. Donc cet artiste-là, et avec un artiste gabonais qui s'appelle Iboloko, qui a Ok. aussi eu un succès avec un morceau qui a pas mal tourné sur TikTok qui s'appelle Satana, qui a pas mal tourné aussi. Donc on a fait là récemment là au Gabon, on a clippé. Et voilà, pareil aussi un artiste aussi à suivre qui est de Champigny-sur-Marne, donc qui s'appelle La Pièce, Ok. avec lequel je travaille aussi pas mal. J'ai fait pas mal de clips pour lui. Et voilà, il est produit par Label 16 Musique, qui est aussi un label avec lequel je travaille beaucoup. Donc ils ont plusieurs artistes. Il y a du coup là l'artiste La Pièce. T'en as un autre qui s'appelle Yaya, qui est aussi très très fort. Pareil aussi pour un dernier qui vient de lancer qui s'appelle Mal Aimé. Tout ça, c'est des jeunes artistes qui arrivent et j'espère qu'ils vont pop, tu vois, parce qu'ils le méritent, parce que c'est des bosseurs ou que c'est des passionnés Mhm. de musique, tu vois. Et donc voilà. Après, sinon, bah, j'ai toujours eu, là, la bonne nouvelle qu'on a eue là dans la semaine, c'est que j'avais bossé sur un titre de DJ Babs Ok. avec 4 queues qui s'appelait Tout est bon pendant la Coupe du Monde qui avait pas mal tourné et tout là, en 2018. Ouais. Et voilà, là, le titre est des platines. Là, donc on est disque Ah, de chambé. platine. On est disque de platine aussi là, dans la semaine, là, pour ce titre-là, tu vois. Donc moi, ça fait quand même, Félicitations. ouais, c'est la 4e certification que j'ai de ma carrière. Ok. Donc j'ai 2 disques d'or, 2 disques de platine maintenant. Voilà. Ça, c'est bien ça. Mais du coup, ça veut dire, avec toutes ces certifications, est-ce que maintenant, pour les projets, tu penses que ça va être beaucoup plus facile? Déjà qu'il y a le succès de la série, est-ce que les gens maintenant vont dire, ah, maintenant on va quitter, on sait ce que tu fais et tout ça? Non, après aussi, le truc, c'est que moi, avant, j'étais beaucoup caché. Tu vois, là, on me voit maintenant parce que j'ai euh, j'ai un peu refait ma DA, comme disent les jeunes, tu vois. Et Ouais. je me montre un peu plus depuis des années maintenant, certes. Mais pendant les 10 premières années, moi, j'étais beaucoup derrière. J'étais beaucoup caché, tu vois. Parce que à l'époque, c'était Mhm. pas trop, en fait. C'était trop mal vu à l'époque. C'était en mode, ah ouais, tu veux voler la vedette, tu vois. C'est ça, ouais. Et donc, c'est vrai que c'était un peu mal vu. Et maintenant, c'est justement le branding, c'est sur soi-même déjà. C'est comme toi, tu fais ton média, il faut qu'on te voit, tu vois. À Bien sûr, l'époque, ouais. on aurait montré l'interviewé, mais peut-être pas l'interviewé. On aurait C'est entendu que ça. ça, quoi. Tu vois. Et Mhm. je trouve que c'est aussi important de se brander, de s'auto-brander, tu vois. Le branding Mhm. commence par soi-même. Et donc, du coup, bah voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est super important de vraiment être sur soi, se mettre en avant. Et du Mhm. coup, pour les projets, ça aide. Bien sûr. Ma dernière question pour toi, ça serait quel enseignement un peu tu tires de cette aventure? Parce que toi, ce projet, c'est, on va dire, c'est un peu ton bébé, tu l'as amené jusqu'au bout, tu as mis tes billes sur la table. Genre, qu'est-ce que tu retiens de ça en fait? Bah, déjà, je retiens les 2 choses que tu as dit, c'est-à-dire que c'est un projet sur laquelle il a fallu que je mette des briques sur la table, tu vois? Non, en fait, c'est vraiment, je pense que justement, arriver au bout de ça, de ce parcours, c'est comme un marathon, gars. Tu as couru peut-être 3 heures et le moment le plus important, c'est quand tu t'arrêtes. Ok. Tu te dis: «Ouais, je suis dinguerie, j'ai fait tout ça, j'ai fait 3 heures, je suis fatigué, mais je suis encore là», tu vois? Et je pense que ce que je retiens vraiment, c'est le jour où je me suis dit: «Vas-y, lance-toi». Et le jour où j'ai vu le projet au cinéma, tu vois? Je me suis dit: «Bon, voilà». Entre ces 2 moments-là, il y a eu quasiment 4 ans, 5 ans et Ouais. je pense que c'était la plus belle des choses pour moi, hein. Non, non, j'imagine, mais j'aime bien ce que tu dis, ça me permet de rebondir juste une autre question. Ton entourage, comment eux ils vivent ça en fait? Tu sais, genre, on t'a vu pendant ces années, pas de galère, mais genre des années où tu es en train d'essayer de ramener à bien un projet. On s'entoure comment? Ça se passe comment avec l'entourage? Non, bien sûr, après je pense que, ouais, la plupart des gens sont contents, tu vois ce que je veux dire? Parce que beaucoup m'ont vu depuis, beaucoup savent que je suis dans le milieu depuis, je fais des clips, donc en fait, beaucoup me voient, comme tu dis, galérer ou en tout cas arpenter les rues de ce Mhm. métier qui sont, très ardues. Mais justement, je pense que c'est une fierté, tu vois? Et comme je dis, je sais que là, c'est un peu mon moment, tu m'interviewes, ça fait très, heu mise en avant, on va dire. Mais Mhm. moi, j'essaie pas de vendre, survendre de trucs comme si c'est un truc de fou, c'est magique. C'est magique, certes, mais il y a beaucoup de travail derrière. Je veux vraiment que, en tout cas, au sortir de cette émission, que les gens, en tout cas, ou même des jeunes et tout, retiennent que c'est vraiment le taf. Tu as eu ce projet-là, c'est de la sueur,
c'est de l'argent dépensé, c'est de l'abnégation, c'est des privations de vacances, c'est des privations en voiture, voilà, c'est des doutes, voilà, des larmes, c'est pas mal de choses, tu vois ce que je veux dire. Mhm, mhm. Comme je te dis, vraiment savourer le, l'aboutissement. Parce que pour moi, l'aboutissement, c'est juste exister. C'est que ça marche ou autre. Il y a plein de projets, tu as vu Carrie ou même un français où ils mettent 30 millions. Tu arrives au cinéma, tu ressors, tu dis c'est de la merde. Tu vois. C'est clair. Donc ça veut bien dire qu'en fait, même nous, les gens peuvent se dire pareil. Tu vois, c'est pas ça le truc. À notre niveau, l'aboutissement déjà de ce projet, c'est une dinguerie. Vraiment arriver jusqu'au bout là, c'est une dinguerie. Tu vois. Mhm. Et voilà, c'est aussi pour ça que je pousse pas mal de collègues à dire, les gars, on est, je vais peut-être terminer aussi là-dessus, c'est que, voilà, je veux vraiment inciter les gars aussi à comprendre que, justement, peut-être parce que nous, on fait des clips, on vient de cet univers. On vient de cet univers de la mise en avant de nos quartiers, des personnes issues aussi de ces quartiers-là, etc. Mhm. Et justement, quand on se plaint des fois du cinéma français, c'est à nous aussi d'essayer, parce que peut-être que nous, on comprend mieux aussi ces réalités. Peut-être que nous aussi, on sait peut-être mieux les mettre en image, tu vois. En tout cas, peut-être que les nôtres aussi, ceux qui sont issus aussi de tout cet univers-là, eh ben, ils sont déjà habitués à la représentation artistique qu'on en fait, tu vois. Mhm. Pourquoi quoi step up un peu et la ramener maintenant dans une représentation cinématographique qui va mieux montrer la culture, mieux représenter les gens. Et je pense que voilà, c'est à nous de le faire peut-être. C'est à nous aussi, si on commence à prendre conscience, c'est comme toi. À un moment donné, tu t'es dit, bah, c'est à moi aussi de faire mon média. Et c'est bien Non. beau de dire que ouais, un tel fait pas, un tel fait pas. Je me dis, bah vas-y, je vais acheter un micro, je mets mon téléphone portable et vas-y, je vais un média, tu vois. Et tant qu'on commence pas, tu sauras jamais c'est quoi la fin. Tu sauras jamais ce que Dieu a prévu pour toi demain. Mhm. Tant que tu commences pas. Parce qu'en fait, il faut commencer, il faut charbonner, il faut passer ces épreuves dites dures, dites difficiles, dites intempéries, tu vois. Et puis, ça se trouve, au bout, il y a peut-être de belles choses, hein, tu vois. Mm. Honorable, c'est vraiment honorable ce que tu racontes. Et c'est exactement ce que j'ai fait en fait. C'est que à un moment donné, je me suis dit, ouais, on se reconnaît pas dans les médias. Je me suis dit, bah, moi, je vais faire un média et je vais aller chercher les gens qui me ressemblent et montrer le vrai visage en fait. Tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous cet état d'esprit où on se dit, ouais, faisons les choses. Moi, comme je le dis, vous avez des caméras à la maison. Bah, pourquoi ils dorment? Sortez, filmez, c'est tout, tu vois. Super. Merci beaucoup, Jimmy, d'avoir pris le temps de parler avec moi, de parler de ton parcours et d'en apprendre un peu plus. C'est vraiment extraordinaire ce que tu as fait. Force à toi, continue. Et Merci. je te dis merci, on te rappelle. Merci à toi. Et puis, en tout cas, force à ton média, force aussi à ton professionnalisme. Ça fait plaisir d'avoir ça aussi dans la communauté, en tout cas. Merci à toi. Merci, Jimmy. À bientôt. Ciao, ciao.